Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Comment prévenir les risques liés au bruit dans votre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 4. Je suis Anne Zinet, chargée de communication. Il y a avec moi Benoît Lasserre. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Louis Oléon. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Et Michel Cunac qui sera également avec moi pour la modération. Vous pouvez vous poser toutes vos questions donc tout au long de ce webinaire. Il y a dans un premier temps la présentation qui est faite par Louis et Benoît. Vous pouvez poser donc vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre ordinateur. On privilégie ce canal pour les questions, mais vous pouvez continuer à échanger avec nous ou vous saluer entre vous dans l'onglet chat. Je passe la parole à Louis. Bonjour, donc déjà pour nous présenter, nous sommes ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, la CARSAT, qui est un organisme appartenant à la sécurité sociale, à la branche assurance maladie, risque professionnel, dédié à la santé et à la sécurité au travail. Nous déployons nos missions au travers d'un réseau de 21 caisses en région et dans les DOM-TOM. Et nous nous appuyons également sur les travaux et les ressources documentaires de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, et de son penchant côté à l'international, qui est Eurogip. Au niveau de la branche, nous avons 3 missions qui sont complémentaires et interdépendantes. Nous avons la mission de réparation, qui incombe au CEPAM, donc qui vise à instruire les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à indemniser toutes les victimes. Et nous, en CARSAT, nous avons 2 missions. La mission de tarification, qui calcule et notifie annuellement le taux de cotisation AT-MP donc aux entreprises. Et nous, la mission particulière de prévention, donc qui nous incombe, prévention des risques professionnels, qui vise à aider les entreprises à réduire le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles en déployant une offre de services complète. On y reviendra en fin de ligne. Donc aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est la prévention des nuisances sonores. Dans un premier temps, on va replacer le contexte. Ensuite, on fera un petit rappel réglementaire. On vous donnera quelques ordres de grandeur. On va parler beaucoup de décibels. Benoît vous présentera les mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour lutter contre le bruit. Et ensuite, moi, je vous présenterai donc notre accompagnement qu'on peut mettre en œuvre, notamment avec une subvention prévention Silence Plus pour investir dans la prévention et dans les solutions qui vont vous être présentées. Donc déjà, la surdité professionnelle, ça reste la 3e cause de maladie professionnelle en France, derrière les troubles musculo-squelettiques, qui représentent 90% des maladies qui sont déclarées en France, et les affections liées à l'amiante. Donc il faut savoir que pour qu'une surdité soit reconnue en maladie professionnelle, il faut une perte d'audition d'au moins 35 décibels sur la meilleure oreille. Donc ça va être vraiment très handicapant pour le salarié, sachant que ce sont des lésions irréversibles. Et avant de parler de surdité, évidemment, les conséquences du bruit sont nombreuses. On va retrouver déjà de la fatigue, notamment en fin de journée, du stress, le risque d'accident, et on va retrouver également des troubles cardiovasculaires, avec une augmentation du rythme cardiaque. Nous, on intervient beaucoup sur des malaises graves ou mortels, et on recherche cette cause durant nos enquêtes. Donc, nous, on va s'intéresser au bruit au niveau du travail. Après, sachez que c'est également une problématique de santé sociale, avec notamment des études alarmantes chez les jeunes de 18 à 25 ans qui ont de plus en plus d'affections liées au bruit, avec le phénomène de fatigue, de fatigue auditive. La surdité, ça viendra après, mais les jeunes sont de plus en plus touchés. Et donc, c'est pourquoi la CARSAT travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. Nous avons un programme de prévention dédié, nous avons un centre de mesure physique avec des appareils à la pointe de la technologie qui permettent d'aider les entreprises, et puis on a des contrôleurs de sécurité et des ingénieurs conseils qui sont bien sensibilisés au niveau de ce risque. En matière de réglementation, il faut savoir que les exigences réglementaires, elles varient suivant le niveau d'exposition. Et elles sont évaluées, ce niveau d'exposition est évalué en fonction de 2 paramètres, qui est l'exposition journalière quotidienne, donc sur une journée de travail de 8 heures, ou sur une exposition très courte qu'on va appeler valeur crête.
Quel que soit le niveau d'exposition, l'employeur a l'obligation d'évaluation du risque, de consulter, de faire participer au maximum ses salariés dans cette évaluation, dans le choix des mesures de prévention qui vont en découler et dans le choix des protecteurs individuels contre le bruit, les PICB, donc les EPI. Et évidemment, la première mesure, ça va être d'essayer de supprimer ou de réduire au minimum le risque, en particulier à la source. Ça, on vous le présentera dans les mesures de prévention qu'on peut mettre en place. Ensuite, on va retrouver des valeurs d'exposition qui vont déclencher un certain nombre d'actions. Donc, on a la première valeur d'exposition inférieure qui est à 80 décibels sur une journée de 8 heures ou à 135 décibels en valeur crête. À partir de ces valeurs, l'employeur a l'obligation de mettre à disposition des protecteurs individuels contre le bruit, d'informer et de former ses salariés et de proposer des examens audiométriques préventifs si le salarié en fait la demande. Ensuite, on va retrouver la valeur d'exposition supérieure, déclenchant l'action à 85 décibels sur une journée de 8 heures ou 137 décibels en crête. Là, l'employeur a l'obligation de s'assurer que les PICB qui ont été mis à disposition sont portés et correctement portés. Il doit signaler et limiter l'accès des zones bruyantes. Il doit mettre en place une surveillance par audiogramme et il doit mettre en œuvre un programme de mesures de réduction d'exposition au bruit. Et ensuite, la troisième valeur, ça va être la valeur limite d'exposition. Cette valeur limite d'exposition, contrairement aux deux autres, elle va tenir compte déjà de l'atténuation des protecteurs individuels contre le bruit. Et donc, à partir de 87 décibels sur une journée de travail de 8 heures ou de 140 décibels en crête, c'est une valeur à ne pas dépasser. Aucun salarié ne peut travailler à partir de ces valeurs et l'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures de réduction d'exposition sonore immédiate. Donc voilà, c'est là où on parle de niveau sonore avec des niveaux à 80, 85, 87 décibels. Je vais laisser la parole à Benoît maintenant qui va vous donner quelques ordres de grandeur pour voir à quoi ça correspond au niveau professionnel et qui va ensuite vous présenter les mesures de prévention qui peuvent être mises en place en les catégorisant par rapport aux 9 principes généraux de prévention. Vous allez voir, il va tout vous expliquer. Donc merci Louis pour cette petite présentation et cette introduction. Moi, je vais poursuivre en vous donnant déjà quelques points de repère de la vie de tous les jours par rapport aux décibels. Donc c'est des dBA qu'on présente là et pas des dBc. Donc les dBA, c'est des niveaux moyens et par exemple, vous avez, une conversation dans un endroit calme, vous êtes déjà à 60 décibels sans forcer la voix et si vous êtes dans par exemple, un restaurant qui est assez bruyant, on va facilement monter à 80 voire 85 décibels. Et quelques autres exemples, un sèche-cheveux, c'est déjà 90 décibels pour vous donner quelques points de repère. Et vous pouvez voir à droite, j'ai mis quelques exemples, de la vie, au travail et on a le premier exemple, c'est, avec la flèche verte, c'est un open space classique où là, on va avoir, des gens qui travaillent sur ordinateur. Et vous voyez que j'ai mis la flèche, elle va de 50 décibels jusqu'à 80 décibels. Parce qu'en fonction de l'activité de la communication des personnes dans cet endroit, on peut avoir vraiment des niveaux qui varient de 30 décibels. Et pareil, l'exemple du dessus, c'est une soufflette qui sert à chasser, hélas, les poussières. Nous, on préférait que ça soit que des aspirateurs. Mais les soufflettes qui arrivent en bout de système, en fonction de la puissance de l'air comprimé qu'il y a derrière, moi, j'ai des valeurs que j'ai mesurées déjà en 80 décibels pour les plus faibles jusqu'à 110 voire 120 décibels pour les plus élevés. Et pareil, un marteau-piqueur. Donc là, on atteint facilement 100 décibels pour les plus faibles et on peut monter jusqu'à 120 voire 130 en fonction du matériau qui percute. Donc voilà, Louis vous a parlé de limites à 80, 85, 87. Vous voyez que dans la vie de tous les jours, on les atteint facilement. Alors ces limites qu'il parlait, c'est sur 8 heures. Là, moi, c'est des exemples pour vous replacer un peu le niveau de bruit et vous dire que, en fait, c'est, le bruit qu'on a dans notre environnement peut être dangereux assez rapidement. Et pour compléter ceci, je vais vous parler de la dose équivalente, parce que les décibels, ils ne s'additionnent pas, comme, des chiffres classiques. C'est une échelle logarithmique et du coup, tous les 3 décibels, le danger est doublé pour, les humains. Ce qui fait que 8 heures à 80 décibels, c'est l'équivalent d'1 heure d'exposition à 89 décibels ou simplement 30 secondes à 110 décibels.
Donc à 110 décibels, vous passez par exemple à côté d'un marteau-piqueur pendant 30 secondes dans la rue et vous avez votre exposition journalière qui est déjà atteinte. Donc ça peut aller très très vite. Et dès qu'on augmente les niveaux, à 120 décibels, là, c'est plus que 3 secondes. Donc l'exposition arrive assez vite et on va maintenant regarder quelques solutions qu'on peut déployer. Alors on a mis des solutions d'ordre général qui représentent souvent les grands principes et qui reprennent des sources de bruit assez courantes dans l'environnement. Donc le principe, déjà pour réduire le bruit, on va avoir de l'action sur 3 points différents. D'abord, on va essayer de traiter la source d'émission, donc souvent ça va être une machine, mais pas que. Et si on peut traiter la source, parfois, on va pouvoir se passer de, par exemple, mettre des protecteurs auditifs pour les opérateurs. Et donc là, on a tout gagné, puisqu'on est sûr qu'ils n'ont pas besoin de les porter et qu'ils les portent, et du coup, ils les portent pas mal, parce que ça arrive aussi également que des opérateurs enlèvent un peu les PICB pour écouter d'une oreille, tout ça, et du coup, ils sont quand même exposés. Si on ne peut pas traiter la source d'émission, on va essayer de traiter le local, le milieu de propagation. Donc le milieu de propagation, ça va être l'air, ça on ne va pas l'enlever des locaux. Et derrière, on va voir tout ce qui est la réverbération ajoutée par les parois de l'atelier. Et donc on peut traiter ces parois pour diminuer la force des réverbérations et ainsi diminuer l'exposition des salariés. Et enfin, si on ne peut pas traiter, si on a déjà tout traité et que ce n'est pas suffisant, on va se focaliser sur l'opérateur, donc en lui mettant soit des PICB, soit peut-être en isolant son poste des autres postes, si on peut le faire, c'est toujours mieux. On va toujours privilégier d'abord la prévention collective à la prévention individuelle qui est vraiment notre dernier recours. Donc je vais enchaîner avec quelques exemples. Donc là, on a un exemple qui est donc c'est la source de bruit avant et encore actuellement dans beaucoup, par exemple, d'employés agricoles, tout ça, ils ont heu, des moteurs thermiques qui les accompagnent. Donc c'est des petits moteurs thermiques qu'il y a sur les scies, les débroussailleuses et cetera. Et si on les remplace par des moteurs électriques, on va avoir un gain direct de 15 décibels. Alors 15 décibels, le moteur thermique, lui, il tourne toute la journée, que ça soit en découpe ou non en découpe. Le moteur électrique, lui, il est juste là à la demande dès qu'on va en avoir besoin, donc déjà il va moins tourner. Après, voilà, donc on va gagner 10-15 décibels hors découpe et en fonction de l'instrument, il y a des appareils qui font beaucoup de bruit, de par leur découpe, donc là on va moins gagner pendant ces phases-là, mais pendant toutes les phases de repos, de transition qui sont vraiment importantes sur une journée, hein, on va être à la moitié, 60 du temps de travail. Souvent, ce sont des phases de transition. Là, pendant ces périodes-là, on va gagner effectivement 10 à 15 décibels. Donc sur l'exposition sur une journée, c'est loin d'être négligeable et ça permet, hop, d'avoir un gain vraiment intéressant. Un deuxième exemple, donc là, on est plutôt dans le milieu industriel avec, un refoulement d'un système d'aspiration, donc sûrement un système d'aspiration de polluants, peut-être poussière de bois ou de vapeur de solvant. Et en sortie de ce système, on a bien sûr le ventilateur et que vous voyez, sur l'image de gauche. Donc avant travaux, le ventilateur, il sortait directement vers le bas là, sans silencieux et on avait un niveau de 90 décibels. Et on a apporté des modifications sur ce ventilateur. Donc on a dû le redresser et changer son axe de sortie pour pouvoir mettre un silencieux. Donc le silencieux, c'est le gros caisson, cylindrique que vous voyez au-dessus du ventilateur et ça nous permet d'avoir en sortie, juste en rajoutant cette pièce, un gain de 20 décibels. Sachant que les silencieux, c'est des éléments essentiels et on va avoir d'autres éléments essentiels pour réduire le bruit, alors il y a le bruit de la ventilation et il y a le bruit aussi lié aux vibrations qui se propagent dans les vibrations du ventilateur qui se propagent dans les conduits. Et donc pour ça, on va essayer de découpler ces vibrations du reste du réseau. Donc on va mettre des petites manchettes souples ou on va mettre le ventilateur sur plomb antivibratile également, ce qui permet, voilà, qu'il ne transmette pas ces vibrations soit au sol, soit au réseau d'aspiration qui revient dans l'atelier. Et du coup, là, on gagne aussi, en fonction des situations, on peut vraiment gagner 10 décibels facilement également. Et je vous rappelle que 9 décibels, c'est déjà un risque divisé par 8 en termes d'écart, donc c'est vraiment énorme de gagner rien que 10 décibels. Les silencieux, alors là, on va être sur des plus petits modèles.
Donc là, c'est le système DOSIL qui a été développé par l'INRS. Il s'adresse, aux employés qui sont dans des garages automobiles. Il est destiné, aux opérations de dégonflage des pneus. Donc, un pneu, il y a environ 2 à 3 bars dedans et dès que l'opérateur ouvre la valve, on a une émission qui dépasse les 100 décibels à chaque fois et donc ce petit système se met, à la sortie de la valve et on gagne 20 décibels rien qu'avec ce silencieux. Ce qui est assez marrant, c'est que les opérateurs de ces garages, ils nous disent: «Ça marche pas, le pneu se dégonfle pas» parce qu'ils ont l'impression, comme il y a beaucoup moins de bruit, que l'air sort beaucoup moins vite. Mais en fait, ça se dégonfle en quelques secondes et on gagne 20 décibels. Donc voilà, ça, c'est un système qu'on peut mettre sur les pneus, mais dès que vous allez avoir, des systèmes avec un fluide qui est sous pression, donc ça va souvent être des circuits d'air comprimé, on peut mettre des silencieux en bout de réseau ou, par exemple des soufflettes dites silencieuses et là, on va aussi gagner, plusieurs, décibels, donc facilement 6 décibels, voire 10 décibels, 15 décibels en fonction, de la situation. Donc c'est vraiment des gains intéressants. Donc tout ce qui est air comprimé, fluide sous pression, on peut mettre des silencieux. C'est ce qu'il faut retenir. Un autre exemple là, qui est pas du tout dans ce domaine-là, c'est plutôt lié aux scieries, tout ça. On a des lames de scie qui sont dites multicouches, donc c'est, au minimum 2 couches qui sont séparées par un élastomère et cet élastomère va absorber les vibrations de la scie et ça permet de gagner 6-7 décibels. Donc déjà 6 décibels, on divise le risque par 4, donc c'est pas loin d'être anodin. Sachant que sur les lames de scie, il y a aussi, l'aiguisement des lames qui est, un facteur, de bruit très important. Moi, j'ai constaté qu'une lame aiguisée pouvait émettre, 6 décibels également de moins qu'une lame non aiguisée. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Les différences qu'on peut avoir rien que sur l'entretien du matériel également. Donc ça, c'était des exemples, sur les sources. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres sources qu'on n'a pas citées, mais c'est pour vous donner, voilà, quelques idées, et quelques exemples concrets de ce qu'on peut réaliser. Si on ne peut pas, traiter la source directement, on va essayer de limiter la propagation du bruit. Donc pour ça, on va essayer soit d'encoffrer la source au plus proche, donc ça, c'est possible si elle n'est pas trop grande. Si on ne peut pas encoffrer la source parce que soit elle est trop grande, soit on va avoir, un besoin d'apporter beaucoup de matériel, enfin des choses qui ne permettent pas de bien encoffrer, sinon on ne peut pas réaliser l'activité. On va essayer de traiter le local et donc le local, on va essayer de traiter les parois du local et une fois qu'elles seront traitées, on pourra rajouter des écrans entre les sources de bruit et les opérateurs pour encore gagner un peu plus. Voilà, donc quelques exemples de ça. On avait un tonneau débavurage pardon, que vous voyez à gauche. Donc le tonneau, il émettait, par toutes ses parties métalliques. Grosso modo, il transmettait le bruit à l'atelier par toutes ses parties métalliques. Donc là, c'était compliqué de traiter à la source. Donc ce qu'on a fait, c'est hem, tout simplement encoffré l'entièreté de la machine. Donc vous voyez que l'encoffrement est mobile pour pouvoir amener, la pièce qui a besoin d'être ébavurée et ensuite l'opérateur vient fermer, l'encoffrement une fois que la manip est lancée et vous voyez que le panneau de contrôle, du tonneau des bavurages là, il se situe sur la gauche et on gagne alors facilement 12 décibels, mais on peut monter à 20-25 avec un bon encofrement. Sur les locaux, donc si on ne peut pas encoffrer les machines, on va essayer de travailler sur les parois. Donc là, vous avez 2 exemples avec des dalles de faux plafond à gauche et des baffles suspendus. Donc ça, c'est, on peut le mettre dans tous les locaux. Pas forcément, même si on a besoin de 80 décibels, si on est largement en dessous des 80 décibels, c'est quand même utile parce qu'on va essayer de réduire ce qu'on appelle le temps de réverbération du bruit dans la pièce. Donc c'est le temps que met le bruit pour s'estomper finalement et si on a par exemple, des matériaux très réverbérants comme des vitres, du béton, du placo-plâtre au plafond, le bruit va rester très longtemps parce qu'il va être réverbéré d'une paroi à l'autre du local. Et si on traite les parois avec un matériau absorbant, donc c'est souvent, laine de roche, laine de verre, des baffles, enfin, il y a beaucoup de matériaux absorbants, mais on va souvent trouver ceux-là. Et mais là, il y a une paroi qui va n plus du tout renvoyer le bruit et du coup,
on va gagner énormément en termes d'agréabilité et de concentration possible sur la durée d'une journée de travail. Donc ça, c'est pour des bureaux, mais on va également trouver le même, phénomène, dans des usines, des industries. Donc à gauche, vous avez par exemple, un exemple d'un mur qu'on a traité avec en bas de la tôle classique jusqu'à une hauteur de 2 mètres et au-dessus, on a mis de la tôle perforée. Donc elle a un taux de perforation, la tôle, d'environ 20 celle-là, et derrière c'est plein de petits trous et derrière on met, de la laine de roche, laine de verre, un matériau absorbant, toujours pareil, qui sert d'absorbant acoustique et également d'isolant thermique, souvent. Donc là, on a perforé que jusqu'à 2 mètres parce qu'en dessous, souvent vous avez, des machines, vous avez beaucoup d'obstacles. Et du coup, le bruit ne va pas arriver jusqu'à la tôle, il va être réverbéré par tous ces obstacles avant, donc c'est pas tellement utile de descendre jusqu'en bas souvent. Sachant que la tôle perforée, on peut également la mettre, en plafond, hein, et on a d'autres exemples, de plafonds traités avec, en haut à droite des panneaux absorbants. Donc ça, c'était lors d'une rénovation d'un local, et après là, en bas à droite, vous avez des baffles suspendus. Donc là, c'était un local dont on n'a pas, c'est toujours de la tôle au plafond, mais on est venu rajouter ça pour avoir de l'absorption acoustique. Hop, et enfin, je vais vous parler du cloisonnement. Donc là, vous avez plusieurs postes de travail avec, des outils, qui émettaient à plus de 85 décibels. C'est, des ponceuses, enfin voilà, des choses qui émettaient à plus de 85 décibels sur plusieurs postes, juste à côté les uns des autres, et on a isolé les opérateurs les uns des autres grâce à ces parois phoniques. Mais vous voyez que, les parois murales et la toiture du local ont également été aussi traitées. Parce que si elles ne sont pas traitées, ces cloisonnements, ne servent à rien. Traitées, on va gagner, une dizaine de décibels avant, après le cloisonnement. Si, le local n'est pas traité, on gagne à peine 1 décibel parce que le bruit se réverbère au plafond contre de la tôle qui renvoie tout le bruit, et du coup, le cloisonnement n'est pas utile si vous n'avez pas de plafond traité. Voilà, c'est aussi le message que je voulais faire passer. Et enfin, donc là, c'était le local, et en troisième lieu, si on a déjà tout traité et qu'il y a toujours trop de bruit, on va essayer de traiter le récepteur. Donc là, vous avez un exemple qui était dans une scierie. Donc c'était un immense local où on n'a pas traité le plafond parce que, en fait, il y avait beaucoup trop de surface pour un seul opérateur présent, et cet opérateur, on pouvait le mettre, en fait, il est dans une cabine de pilotage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé la cabine, on l'a insonorisée avec des matériaux, et là, on gagne facilement 25 décibels, et comme il n'y a pas d'autre opérateur à l'intérieur de cet atelier à part lui, en fonctionnement, et bien, finalement, c'est une solution qui était beaucoup plus économique et qui est, durable et qui est très efficace. Et enfin, si on ne peut pas faire de la protection collective, on va faire de la protection individuelle. Donc ça, c'est bien notre dernier recours parce que comme l'a dit Louis, ça va vous protéger du bruit, au niveau des oreilles, mais le bruit, ça, c'est des vibrations qui se transmettent dans l'air, et donc si vous êtes protégé des oreilles, mais que vous êtes toujours dans un milieu à 85-90 décibels, vous allez toujours avoir votre rythme cardiaque et votre niveau de stress qui vont augmenter. Donc c'est pour ça que c'est quand même vraiment notre dernière solution parce que ça protège que les oreilles, et donc là, on va avoir des bouchons moulés ou des casques, mais évidemment, il faut que les opérateurs les portent pour qu'elles soient efficaces, donc c'est du contrôle en plus, alors que les protections collectives, on est sûr qu'elles sont toujours là en place. Hop, je vais laisser la parole à Louis Oléon qui va maintenant vous présenter, nos aides au financement, des solutions de prévention, contre le bruit. Je te laisse la parole, Louis. Merci Benoît. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, dans notre boîte à outils de préventeur en CARSAT, nous avons les incitations financières et plus particulièrement les subventions prévention. Donc, ce sont des aides qui vont nous permettre de vous aider à investir dans des mesures de prévention que vient de présenter Benoît. Donc, cette subvention prévention, ce dispositif, il est réservé aux entreprises dont l'effectif national est compris entre 1 et 49 salariés. Nous avons des subventions prévention qui sont nationales, donc communes à l'ensemble du territoire, des régions et des DOM-TOM, qui vont nous permettre d'investir dans des mesures de prévention liées à des risques ou à des secteurs d'activité.
Donc, nous avons des subventions prévention dédiées aux troubles musculo-squelettiques, aux risques chimiques, aux risques psychosociaux, aux chutes. On a des subventions réservées au secteur du BTP, par exemple. Et nous avons également des subventions prévention régionales, donc spécifiques à notre région Midi-Pyrénées. Nous avons une subvention locaux plus sûrs pour travailler sur tout ce qui est construction et rénovation de bâtiments. Et donc, nous avons la subvention prévention Silence Plus qui va nous permettre de vous aider à financer des mesures de prévention qui sont liées aux prestations d'aménagement de locaux, comme les a présenté Benoît par rapport à du traitement acoustique, de l'encofrement. On va pouvoir vous aider également sur l'acquisition de matériel acoustiquement performant en remplacement de matériel existant bruyant. Et on va aussi pouvoir vous aider dans l'acquisition de PICB, donc de pays, sous réserve par contre qu'une des prestations précédentes soit mise en place. Donc soit de l'aménagement de locaux, soit du remplacement de matériel bruyant. On va prendre en charge 50% hors taxe de l'investissement. Vous pouvez faire plusieurs demandes possibles dans la limite d'un plafond de 25 000 euros. Et les demandes de subvention prévention sont à votre main. Donc, vous pouvez vous rendre sur le compte ATMP sur Net Entreprise dans la rubrique « Demander une subvention prévention ». Et donc là, vous allez avoir accès à toutes les subventions auxquelles vous êtes éligible. Et donc, vous pourrez faire la demande si vous remplissez l'ensemble des critères par rapport à cette subvention Silence Plus. Si vous avez besoin de compléments d'information, on a une boîte mail générique qui est prévention@carsat-mp.fr. Et dans un slide en fin de webinaire, je vous présenterai quelques liens utiles. Et dans ces liens, vous aurez la présentation de la subvention Silence Plus avec les conditions d'accès, les montants et le cahier des charges associé aux différentes prestations. Vous aurez également des liens qui vont vous renvoyer vers notre site de la CARSAT Midi-Pyrénées, où vous pourrez retrouver toutes les subventions prévention disponibles. Et vous avez également beaucoup d'informations par rapport à ces dispositifs sur notre site Amélie. Donc voilà, par rapport à ça, on a mis cette subvention en place qui est spécifique à notre région Midi-Pyrénées, je le rappelle, pour pouvoir vous aider sur les solutions qu'a présenté Benoît il y a quelques minutes. Et puis, comme je l'ai dit, nous avons une boîte à outils qui est générique. Donc, nous pouvons vous proposer également de l'accompagnement direct en entreprise de la part de nos contrôleurs des sécurités ou de nos ingénieurs conseils qui peuvent se déplacer sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées pour venir vous conseiller et pour venir vérifier que les solutions qui sont mises en place correspondent bien à la problématique. On peut mettre également vous donner accès à de la documentation, donc les guides de l'INRS, des affiches. On a des incitations financières complémentaires, donc notamment, comme je l'ai dit, la subvention prévention. Et puis également, on a des offres de formation. Donc ça, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet CARSAT, avec des formations qu'on dispense directement dans nos locaux ici en CARSAT ou dispensées par des organismes de formation qu'on habilite. Donc, qui sont gérés avec un réseau géré par nos services. Donc, voilà la fameuse slide par rapport aux liens utiles. Donc, vous allez retrouver une page Internet sur notre site CARSAT Midi-Pyrénées dédiée au bruit. Vous allez retrouver une plaquette « Comment diminuer le bruit dans mon entreprise ». On a mis le lien des formations proposées par l'INRS sur la thématique de l'acoustique. Highlighté là en rouge, vous avez la brochure de présentation de la subvention prévention Silence Plus, comme je l'ai présenté. Et puis sur la page, directement sur la page de l'INRS, vous allez également trouver tout un dossier complet sur le bruit. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et des informations complémentaires par rapport à ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui. Voilà, je laisse le dernier mot de la fin à Anne et après, on va pouvoir passer aux questions éventuelles s'il y en a. Oui, simplement compléter ce que tu viens de dire, Louis. Donc, sur notre site régional, vous allez trouver toutes les informations dans la rubrique entreprise. Sur le site internet de référence qui est donc amélie.fr, vous allez pouvoir trouver toutes les informations concernant tous les autres programmes.
Nous sommes aussi présents sur LinkedIn, donc vous pouvez nous retrouver et retrouver le site de la CARSAT sur LinkedIn et sur X. Et vous pouvez nous joindre avec un numéro unique qui est le 36 79. Voilà pour les informations principales. En termes de questions-réponses, alors pour le moment, nous avons 2 questions. Hop, nous y allons directement. Alors, je les affiche à l'écran. Donc, c'est Laetitia qui nous pose comme question: pour solliciter la subvention, l'entreprise doit-elle obligatoirement établir un rapport de mesure avant et après l'action réalisée? Alors ça Je va vais dépendre prendre la question, Louis. Ah, vas-y, ouais. Vas-y. Ça va dépendre du... Alors, vas-y. Ça va dépendre du type de mesure de prévention qu'on va mettre en place. Par exemple, si on part sur de l'aménagement de locaux avec du traitement acoustique, nous, on va venir faire des mesures après et on va s'assurer que la décroissance linéaire ou le temps de réverbération correspondent bien à nos exigences. Après, quand on va faire, par exemple, du remplacement de matériel, effectivement, on va s'assurer que le matériel déjà qui est remplacé était bruyant et que le nouveau matériel est acoustiquement performant. Donc, soit on passe de plus de 80 décibels à moins de 80 décibels, ou soit qu'on ait un gain d'au minimum 6 dB par rapport au remplacement et à l'équipement qui est remplacé. Et donc, tout ce cahier des charges par rapport aux solutions de prévention qui vont être mises en place, il est repris de manière exhaustive avec toutes les informations sur le support de la prévention, de la subvention prévention Silence Plus, dont vous avez le lien. Je vais compléter, Louis, la réponse sur les mesures. Du coup, moi, je travaille au centre de mesure physique en tant que contrôleur de sécurité avec mon ingénieur Michel Cunac. Voilà. Et on vient aussi en fait, notre premier rôle, c'est d'aider les contrôleurs de secteur à objectiver les situations de travail. Par exemple, ils vont aller dans une entreprise, ils vont me dire là, je trouve qu'il y a du bruit, mais je ne sais pas combien, viens mesurer. Et du coup, là, je vais mesurer, je fais un rapport avec toutes les mesures et tout, pour savoir combien il y a, s'il y a un problème, s'il y a un point de problème. Et surtout, notre rôle, c'est aussi, voilà, au-delà des chiffres qu'on mesure et tout, c'est d'accompagner l'entreprise à trouver les bonnes solutions, à l'orienter. Donc, soit la conseiller ou, si ça dépasse mes compétences, à la renvoyer vers des cabinets d'acoustique dans certains cas particuliers. Et concernant les mesures pour la subvention, on a plusieurs modèles. Alors oui, il va nous les falloir, par exemple, sur un remplacement de machine bruyante, il va nous les falloir. Mais parfois, c'est moi qui viens les faire avant et après. Voilà, vous nous contactez, vous nous dites on veut remplacer cette machine, on regarde le dossier, si la future machine nous semble intéressante acoustiquement, on va venir mesurer l'ancienne machine, puis la nouvelle, donc en 2 fois. Sachant que ces mesures sont aussi faites par tous les cabinets de contrôle type DECRA, APAV, Socotec, etc. ou parfois par les médecines du travail. Voilà. Mais nous, pour valider les subventions, on aime bien venir en entreprise, voir le matériel, voir ce qu'on installe, pour aussi également avoir des retours de terrain. Voilà. Merci Benoît. Il y a une question à laquelle Michel a répondu, c'était: les collectivités sont-elles éligibles à la subvention Silence Plus? Donc, elles sont exclues, je crois. Oui, effectivement. Nous, on ne travaille pas avec la fonction publique. Donc, on va travailler avec les entreprises qui sont au régime général et certaines associations également privées. Oui, alors nous, on assure tous les salariés du régime général, mais juste parfois, dans certaines collectivités, il arrive que vous employez des salariés que vous sous-traitez aussi, et donc des salariés qui vont être assurés par nous, et du coup là, ça nous intéresse. Mais la collectivité ne pourra pas avoir de subvention. Par contre, l'entreprise en question, éventuellement, oui. Une question de Christian: une entreprise de 75 salariés peut-elle espérer être aidée financièrement? Oui, on a notre dispositif qu'on appelle les contrats de prévention, qui est là réservé aux entreprises de 1 à 199 salariés. Alors après, contrairement aux subventions prévention qui sont plutôt, on va dire, autoportées, donc à la main de l'entreprise, sur un risque particulier ou un secteur d'activité,
Là, le contrat de prévention, ça va être beaucoup plus large. C'est vraiment un contrat qui est passé entre la CARSAT et l'entreprise, donc avec des interventions obligatoires de nos contrôleurs. On va travailler de manière plus globale sur la politique de prévention de l'entreprise. On va demander des mesures de prévention, qu'elles soient d'ordre technique, organisationnel et de formation. Donc, ce sont des montants différents. Les salariés les entreprises de moins de 200 salariés vont pouvoir y avoir accès. Mais là, c'est beaucoup plus complet et c'est un suivi plus rapproché. Une Le but, question c'est de de couvrir Nora. tous les risques. Ouais. A-t-on le droit à cette aide pour des personnes travailleurs handicapés? Pas trop sur la formulation. Si vous êtes assuré au régime général, oui. Ouais. Enfin, c'est toujours pareil. Nous, comme c'est en fait tous les assurés du régime général et toutes les entreprises, elles cotisent et du coup, ça leur ouvre des droits, ces aides-là. Si vous êtes au régime public ou autre, non. Oui, pour préciser, quand Benoît parle de cotisation, effectivement, nous, on a une offre de service qui va de l'intervention de nos contrôleurs, la mise à disposition de documents, ces subventions. Alors, c'est gratuit, mais sachez qu'elle rentre en compte dans votre taux de cotisation à la TNP. Voilà. Oui. Une autre question qui est dans l'onglet chat, mais on va y répondre. Une question de Corinne. Dans quel cadre peut-on proposer aux salariés un examen audiomètre avec la SRAS à la demande de l'employeur? Les aides possibles sur les bouchons moulés individuels doivent être obligatoirement couplées à de l'acquisition du matériel électrique, notamment secteur travaux publics, exemple plaques vibrantes, thermiques et électriques. Vous pouvez proposer des examens à vos salariés dès que vous estimez qu'il est exposé au bruit, ou si le salarié en fait la demande. On a parlé des valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, avec notamment l'obligation de l'employeur, si le salarié en fait la demande à partir de 80 décibels, de mettre en place et de proposer des examens audiométriques préventifs. Et ensuite, par rapport au financement des bouchons moulés, donc les protecteurs individuels contre le bruit, effectivement, on va pouvoir les prendre dans l'aide Silence Plus, sous réserve qu'on mette en place soit de l'aménagement de locaux, traitement acoustique, encofrement, des écrans acoustiques, soit qu'on remplace du matériel bruyant par du matériel acoustiquement performant. Donc là, pour financer les EPI, effectivement, il faut le coupler à l'acquisition de matériel électrique, par exemple, si c'est la solution, enfin, si c'est ce que vous voulez mettre en place. Oui, juste ce que disait Louis Oléon, c'est on va pouvoir financer dès qu'il y a une mesure de protection collective, quelle qu'elle soit. Mais il nous faut une mesure de protection collective, donc c'est un peu plus large de ce qu'il disait, c'est vraiment l'encofrement, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dedans, mais il nous faut une action collective avant de pouvoir financer des protecteurs individuels. Oui. Il n'y a plus de questions pour le moment. C'est peut-être possible de rappeler qu'avant de... Oui, vas-y, Benoît. Ah non, j'avais juste un truc qui a popé dans question, mais... Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, peut-être de rappeler que avant de demander une subvention, c'est bien de lire aussi le cahier des charges qui s'y réfère et effectivement, on va avoir tout le détail de ce qui est demandé pour pouvoir accéder à cette subvention. Alors, peut-être une dernière question, éventuellement. Non, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à poser encore, on a un petit peu de temps devant nous. Juste pour vous dire également que le replay de ce webinaire sera mis à disposition sur notre site et que, pareil, le document qui vous a été présenté va vous être envoyé par mail. Et une dernière chose, c'est qu'à la fin de ce webinaire, quand vous aurez quitté la salle, il va apparaître sur votre écran un questionnaire de satisfaction. Ce serait bien si vous pouviez y répondre et nous donner des indications sur des sujets futurs que vous voudriez voir abordés par le service prévention de la CARSAT Midi-Pyrénées. Voilà. Je n'ai plus de questions.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une précision? Sinon, Moi, je tiens à remercier tout le monde. Et après, voilà, sachez que vous allez trouver pas mal d'informations complémentaires et sur d'autres sujets sur notre site internet CARSAT Midi-Pyrénées ou directement sur le site de l'INRS. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces deux ressources qui sont vraiment très utiles. Alors, il y a une dernière question du coup. Hop. Quels sont vos délais d'intervention? C'est vrai que c'est intéressant. Michel Non, tout dépend. On a des contrôleurs de sécurité qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc, ça peut être très rapide, hein, de l'ordre de la semaine, hein, en fonction de leur planning et déjà des interventions qui sont prévues. Après, voilà, on a notre centre de mesure physique qui est spécifique, qui va aider l'intervention des contrôleurs. Et là, donc, c'est l'intervention de Benoît ou de Michel. Et il va peut-être falloir compter un peu plus de temps en fonction des disponibilités de Benoît notamment, qui doit couvrir, lui, l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Du coup, Nora repose une question pour les collectivités territoriales. Existe-t-il des aides? Alors, vous avez répondu, je pense que… Oui, nous, on ne prend pas en charge les collectivités territoriales, sauf s'il y a des salariés au régime général. Donc, par rapport à ça, nous, on ne va pas pouvoir vous aider. Après, peut-être qu'il existe des aides, mais je ne suis pas sûr à 100% de la réponse. Donc, ouais, qui ne sont pas de notre ressort, hélas. Voilà, là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Attendez. Voilà, il n'y a plus de questions et Nora vous remercie. Du coup, moi, je vous dis, je vous remercie à tous pour votre participation et je laisse le mot de la fin à mes collègues et on va terminer après. Merci à tous. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller consulter les ressources documentaires complémentaires. Et si vous avez des questions, vous avez l'adresse mail générique auquel on pourra répondre à toutes vos questions complémentaires. Voilà. Et bien sûr, nous, enfin, au-delà de tous les guides et tout, nous, notre but, c'est d'aider les entreprises à trouver des solutions. Donc, c'est toujours avec plaisir qu'on essaye de répondre et de trouver des solutions avec vous. Voilà. C'est important de le rappeler. Les préventeurs sont là pour aider les entreprises. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.